Bonjour tout le monde, on va faire aujourd'hui le Packet Tracer 6.6.7 qui est dans le fond Packet Tracer pour configurer la patte. Ok, fait ici il va y avoir une configuration de NAT dynamique avec surcharge, ok, donc le Port Address Translation qu'on appelle aussi la surcharge, le overload. Et là on va le faire de deux méthodes différentes. On a ici un groupe de personnes avec R1 qui va utiliser la patte avec un pool. Et on a un groupe de personnes ici qui va utiliser la patte à partir de l'interface ici. Donc ici, il va y avoir une interface. On va emprunter l'IP adresse de cette interface-là pour faire le path pour le réseau de droite. OK, fait que on va suivre les instructions. On va écrire ça justement pour être capable de les comparer un à côté de l'autre. On va écrire les instructions dans un bloc-notes. La première chose qu'on demande dans la partie 1, c'est de configurer un access list. Dans le fond, ici, ça va être un access list standard, numéroté 1, qui va permettre le réseau 172.16.0.0 avec le wildcard 255.255. En d'autres mots, qu'est-ce que ça va dire? C'est que quand ça va arriver ici sur les interfaces d'entrée, ça va reconnaître est-ce que ça vient de 0.16.10 ou 0.16.11, donc ça va matcher. Ici, un access list au niveau de la NAT pourrait exclure des réseaux internes. Par exemple, ici, je pourrais dire que je mets, si je fais un cut and paste, je pourrais à la place ici écrire 0.10 avec un 0. Et là, ça dirait que le groupe qui sont dans 172.16.10 peut faire du NAT vers l'extérieur, mais pas le groupe 172.16.11. C'est le genre d'affaires qu'on va mettre justement si on a des sous-réseaux pour les téléphones, si on a des sous-réseaux pour la production, donc on a des machines sensibles, donc on ne veut pas qu'ils aillent vers l'extérieur. C'est le genre de règles qu'on va mettre. Puis là, je pourrais avoir plusieurs entrées dans mon access list. Peut-être pour la gang du 12, peut-être pour la gang du 14. Donc, je ferai une exclusion sur la gang du 11, la gang du 13, etc. C'est des choses qui peuvent être demandées dans des examens ou au travail. C'est important de comprendre à quoi sert cet access list-là. Ensuite, il demande de créer un pool d'adresses. Donc, ce pool d'adresses-là, qui va être nommé any pool name, en d'autres mots, ça veut juste dire qu'on peut choisir le nom qu'on veut. Des choses nommées, c'est que normalement, on essaie d'avoir des noms qui sont significatifs. Donc au niveau, je pourrais faire peut-être justement un copier-coller à la place pour aller plus vite. Au niveau de qu'est-ce qui nous est donné, on a le réseau 209.165.200.232 qui nous est donné avec donc les IP adresses 33, 34 de valide et 35 étant l'adresse de broadcast avec un réseau slash 30 ici. Fait que ça vient, si on met un commentaire ici, ça vient du réseau 232 qui a les adresses 232 qui sont réseau, 233 et 234 des adresses valides et 235 qui est l'adresse broadcast. Fait que c'est ça que ça veut dire, ça ici. Fait que je vais dire première adresse 233, dernière adresse 234. Fait que ça c'est important de comprendre la différence. Donc j'ai mon pool, je veux le relier avec l'access list. À partir de là, qu'est-ce que je fais? Je fais IPNAT inside, source. Donc la source, ça va être la liste numéro 1. Donc tous les PC qui correspondent à la liste numéro 1 vont être inclus ici. Et ils vont être reliés avec le pool
que j'ai nommé any pool name. OK. À partir de là, je vais faire un overload. OK, parce que là, si je faisais pas d'overload, j'ai juste 2 IP adresses. Les 4 PC n'auraient pas pu aller vers l'extérieur. Il y aurait eu juste un des 4. Plutôt 2 des 4, donc les 2 premiers arrivés, les 2 premiers servis. À partir de là, qu'est-ce qu'il me reste à faire pour ça? Ben, il me reste à dire, OK, quelles sont les interfaces internes? Okay, ici, j'ai interface G0/0/0 qui est un IPNAT inside, donc c'est à l'intérieur de mon réseau. J'ai interface G0/0/1 qui lui, elle aussi, cette interface-là est à l'intérieur. Et qu'est-ce qui est relié à l'Internet? C'est l'interface S0/1/0. OK, ça c'est IPNAT outside. OK, fait que là j'ai ma configuration pour R1. Je pourrais rajouter mon enable. Config. OK. Donc ça c'est la première méthode. OK, fait que ici, ça c'est des adresses qui m'ont été données par mon ISP que je peux me servir. OK? Mais ça c'est statique, c'est configuré à l'intérieur de mon routeur. Et le ISP, il faut qu'il me parle, puis il dise, OK, ben là, les adresses que je t'avais assignées, il va falloir changer. Et là, il va y avoir du travail des deux côtés à faire pour pouvoir changer ça. OK? Fait que ça, c'est la première méthode. Deuxième méthode, OK, c'est la méthode où est-ce que je vais me servir de l'adresse de l'interface. En d'autres mots, je vais mettre ici sur R2, je vais faire un access list. OK? Ici, étant donné que c'est sur un autre routeur, j'aurais pu l'appeler encore numéro 1, okay, parce que c'est un access list standard, mais ici, il nous demande de la numéroter numéro 2. Donc ici, ça s'applique à un autre réseau, donc 172.17.0.0, avec mon wildcard 255.255. Okay, fait que c'est comme ça que je peux reconnaître si c'est PC3, le laptop 3, PC4 ou le laptop 4 qui essaye de sortir à l'extérieur. Et là, ici, je ne créerai pas de pool. Ici, j'avais créé un pool. Ici, je ne créerai pas un pool. Je vais faire plutôt ma commande IPNAT inside. OK? Et c'est là que ça va être source, bien entendu, liste numéro 2. OK? Et à ce niveau-là, c'est là qu'au lieu de l'associer à un pool, je vais l'associer à l'interface de sortie. OK? Interface. Et là, je vais dire que je vais aller chercher l'adresse de S011. Donc, je vais aller chercher l'adresse de S011. OK? Et c'est comme ça que je vais traduire les adresses 172.17 qui fit dans l'access list ici vers l'adresse que j'emprunte sur l'interface S00. Et bien entendu, là, je me ramasse juste avec une MAC adresse pour 4 personnes. Si je veux que ça fonctionne pour plus qu'une personne, je vais faire un overload, donc je vais utiliser la patte. À partir de là, je vais avoir inside, pareil comme l'autre, donc 2 inside pour les interfaces G00 et le outside va être S011. OK, fait qu'à partir de là, j'ai mes configs pour les deux. OK, fait que vous voyez ici, je vais copier ça ici. Vous voyez ici vraiment la grosse différence. On va l'étirer un peu. J'ai un access list. Les deux méthodes ont l'access list. Ici, je crée un pool avec les adresses IP que mon ISP, mon fournisseur d'accès Internet, me donnait. Et j'associe la liste d'accès avec le pool. Et j'overload. En d'autres mots, je vais utiliser deux adresses, mais je vais utiliser aussi les numéros de port pour sortir. Donc, à partir de là, les 4 PC vont être capables de sortir, même si j'ai juste 2 IP adresses. Ici, je vais associer la liste d'accès 2 avec l'unique adresse que je vais recevoir du ISP via mon interface S00.
011, je vais utiliser la patte aussi. Et à partir de là, les 4 PC vont pouvoir communiquer. À partir de là, je vais faire un cut and paste de cette information-là. Je vais aller dans R1. Je vais faire un copier-coller. Je vais sortir de là. Et je vais taguer ça ici comme ça pour qu'on puisse faire les tests du côté gauche. OK? Et là, si je fais un show IP NAT statistique, OK? Fait que vous voyez ici, j'ai mon pool AnyPoolName, référence count 0. Les interfaces d'entrée, ben, j'en ai 2, étant donné que mon réseau est un petit peu plus gros. J'ai ma sortie, etc., etc. Si je fais mes translations, j'ai rien pour l'instant. En d'autres mots, là, je pourrais faire mes tests. OK. Pour aller plus vite, on va utiliser le PDU ici, le générateur de PDU. Fait que je vais mettre ça ici en attendant. OK. Je vais utiliser PC1 à serveur externe, laptop 1 à externe, PC2 à externe et laptop 2 à serveur externe. Et on voit que les 4 ont pu bénéficier. Et si je fais un show IPNAT Translation, okay, on voit que j'ai utilisé l'IP adresse 233. Je l'ai utilisé à tous les fois, okay, avec des numéros d'interface ben ici différemment. Comme là, j'ai fait juste du ICMP, fait qu'on voit des entrées. Et là, si je fais un show IP statistique, on voit que j'ai utilisé juste une des 2 adresses. Okay, j'ai eu 5 dynamiques, okay, qui ont eu des hits. À partir de là, c'est fonctionnel. Okay, j'aurais pu faire la même chose pour avoir des entrées autres qu'ICMP. Okay, ici, ben, j'aurais pu aller sur Internet avec le web server. Okay, fait que là, ici, je pourrais faire 209.165.201.5. À partir de là, je suis capable d'aller vers serveur 1 à partir de PC1. Et là, on va voir la translation apparaître. Vous voyez ici, les ICMP ont fait des timeouts. Et là, j'ai mon TCP sur le port 80. Si je retourne ici, je pourrais rajouter une entrée. Pas long. Je pourrais faire la même chose avec refaire 209.165.201.5. OK. Je pourrais le faire avec HTTPS aussi. À partir de là, j'aurai des traductions, OK, sur le port 80 et 443 aussi. OK. Fait qu'on voit les entrées apparaître à ce niveau-là. Je pourrais refaire mes pings, OK, en cliquant ici, et là, voir beaucoup plus de traductions. Vous voyez que j'ai de plus en plus de traductions qui apparaissent parce qu'il y a de plus en plus de circulation vers l'extérieur. OK, je vais aller faire un autre test, mais avec le web de laptop 2. Ça va pas long. 209.165.201.5. Enter. On a accès. Et là, on voit apparaître d'autres transactions sur le port 80. Si j'en fais, je rajoute le S. On voit des transactions sur le port 443 apparaître. OK, fait que ça me permet de voir justement que j'ai des .11.11 qui sortent. Ici, j'avais des .10.10. Mes PC ici peuvent communiquer avec l'extérieur. Donc, j'ai des translations qui apparaissent, j'ai des statistiques qui apparaissent. Vous voyez, j'utilise encore juste une adresse parce que on va faire beaucoup de transactions overload sur une adresse avant de passer à la deuxième. Ensuite, je peux faire un show access list pour vous montrer qu'il y a des hits sur l'access list 1, 36 hits avec tous mes pings et mes accès web. OK, fait qu'on a fait le premier coup. OK. Donc, je vais aller sur R2 pour faire mes tests. Cliquez ici. Je vais faire un
copier-coller de qu'est-ce qu'on a programmé tantôt ensemble. OK. On voit que ça passe tout, l'access list, le binding entre l'access list et l'interface. OK. Et là, si je fais un show DHCP lease, OK, on voit que cette interface-là n'a pas été donnée via DHCP. Parce que si on fait un show run, OK, on va voir que dans le fond, c'est une adresse qui a été hard-codée. OK, mais si j'avais eu IP adresse DHCP ici, ben, ma commande qu'on a faite ensemble ici sur l'overload, étant donné que je mettais interface ici, même si l'ISP me change l'IP adresse avec le temps, ça aurait fonctionné aussi. C'est ça l'importance d'être capable de faire ça. OK, donc à partir de là, je peux faire un show IPNAT. OK, translation. C'est vide ici. Si je fais statistique, OK, vous voyez ici, j'ai rien pour l'instant. OK, fait on va faire des tests. OK, peut-être que ça marche pas, on ne sait pas encore. On va commencer par faire nos pings. OK, fait que je vais arriver ici, je vais faire un delete sur les pings de ce côté-là. Je vais faire PC3 serveur. Je vais faire laptop 3 à serveur. Je vais faire PC4 à serveur et laptop 4 à serveur. Et on voit que tout a passé. Je retourne au niveau des statistiques. On voit ici que c'est passé de 0 dynamique à 4. OK. Ici, on voit qu'il n'y a pas de pool, fait que j'ai pas d'informations sur le pool. Et si je fais un show IPNAT translation, on voit que j'ai mis 4 traductions à ICMP. OK, fait que ça va bien. Et là, j'utilise quand même tout le temps la même IP adresse. OK, le fameux 130, vous voyez ici, c'est utilisé pour les 4 PC. Si j'arrive ici, au niveau de PC3, si je fais accès à 209.165.201.5, j'accède directement. HTTP, donc port 80, je vais essayer avec 443. Je regarde les traductions, vous voyez 80, 443. Je peux aller faire la même chose au niveau du web du laptop 3. Ça sera pas long. Un petit problème, ce sera pas long. OK, fait que 209.165.201.5, Enter. Vous voyez, ma transaction vient d'arriver sur le port 443 à partir de 11. OK, si je fais un HTTPS, OK, et je refais mon show, vous voyez les deux transactions, 80 ici et 443. OK, c'est dans le fond l'ordinateur ici. On va essayer avec le laptop numéro 4. On va aller aussi à ce niveau-là. Ce sera pas long. Packet Tracer est un peu lent au niveau de ça. Fait que 209.165.201.5. OK, vous voyez, ça fonctionne au niveau du HTTP sur le laptop 4 et transaction aussi HTTPS. Vous voyez ici 11.11 parce que dans le fond, l'IP adresse c'est 11.11. On voit les deux transactions 11.11 sur le port 80, sur le port 443. Et si je refais ici mes tests d'ICMP, on va les revoir, étant donné qu'il avait arrivé, il y avait un timeout, on voit nos 4 ICMP revenir ici. J'espère que ça vous a éclairé sur les deux méthodes. La méthode où est-ce que l'ISP nous donne un pool. Je vais retourner chercher mon bloc-notes. La méthode où est-ce que l'ISP nous donne un pool. Donc, il nous avait donné 0.232, donc on utilise 33 et 34.
je bind ça avec la liste de reconnaissance des PC. Et sinon, la deuxième méthode, okay, qui est souvent le cas pour des petites entreprises où est-ce qu'on a plutôt une adresse dynamique, je bind ma liste 2 avec l'interface en faisant un overload, donc en utilisant le path, donc l'adresse translation, le network address translation, je rajoute l'utilisation des numéros de port pour qu'avec une adresse unique d'interface, je puisse m'occuper de plein de PC. Bien, merci beaucoup. J'espère que tout le monde a compris comment fonctionnait la PAT, donc la NAT dynamique avec surcharge. Très bon, packet tracer justement pour préparer un examen. Merci beaucoup. Au revoir.